Pierre Monsieur Bédier, Bédier. oui, allez, cadeau. Vous allez essayer d'être aussi drôle qu'elle? En tout cas, je ne chanterai pas Vous aussi chantez bien. pas aussi bien. Alors, pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, on va aller récapituler un peu votre parcours. Intéressant. Un animal politique, on peut dire ça? Qui démarre? Vous dites ce que vous voulez. Non, mais vous, je sais bien que je dis ce que je veux, c'est trop aimable. mais vous diriez quoi? Je ne me sens pas trop animal, mais politique, oui, sûrement. Politique. Allez, le portrait par Anne-Elisabeth Lemoine. Vous nous racontez, puis on va être rejoint par ce garçon qui a vécu Midnight Express. Lui, la prison côté Colombie, mais aussi française d'ailleurs. Vous voulez un café? Allez, hop. À vous aussi, je vous paye un café. Allez, c'est ma tournée. Pierre Bédier est ministre, d'accord, mais ça n'est pas une raison pour ne plus payer sa tournée. Et jamais... Une heure qu'on attend. Ça fait une heure qu'on attend. RPR pur sucre, élu de Mantes-la-Jolie, une banlieue difficile à l'ouest de Paris, Pierre Bédier est l'incarnation politique de la France d'en bas, un homme de terrain proche de ses électeurs, quitte à passer une grande partie de son temps accoudé au comptoir. Ça fait combien de temps que tu es là, Pierre, maman? Pierre, c'est 92, Ça fait 10 ans maintenant, non? 93. il peut se vanter quand même d'avoir serré la main au moins à un tiers de la population montaise. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. À Mantes-la-Jolie, un habitant sur 3 a donc serré la main de Monsieur le maire, soit au moins 15 000 personnes. Et pour arriver à une telle performance, il faut être méthodique et rigoureux. Bonjour. Nous c'est fait, nous c'est pas fait. Bonjour. Et serrer les mains pour gagner des élections, c'est une méthode qui a déjà fait ses preuves. Depuis son entrée en politique, Pierre Bédier est un bébé Chirac, un fan absolu du chef de l'État, jusqu'à tapisser les murs de son bureau des photos de son idole. Ça c'est une pièce rare, trouvée sur un marché en Afrique. Il l'a vu, ça? Non, je ne l'ai pas offert, je la garde. Chirac est un exemple, est un peu un modèle pour cette génération. Et donc, il y a beaucoup de bébés Chirac ici à l'Assemblée nationale, et c'est tant mieux. Un vrai baby-boom. Il y a 10 ans, Pierre Bédier était encore militant de base. Aujourd'hui, il fait partie du gouvernement Raffarin. Une ascension fulgurante qu'il doit à son ambition, à son franc-parler et à son discours musclé. Quand dans sa ville, un policier est agressé, il n'hésite pas à employer des formules choc. Ma deuxième pensée va vers les 44 999 Nantais qui vont souffrir de la présence d'un salopard à Mantes. Mais à force de parler comme Monsieur Tout-le-Monde, Pierre Bédier a parfois un discours simpliste, aussi pédagogique que démagogique. Jospin est mauvais, il est foncièrement mauvais. Mauvais au double sens du terme. Mauvais en ce sens qu'il n'est pas bon dans la gestion, mauvais en ce sens qu'il est méchant. Ah oui, Pierre Bédier est un bon commercial, un spécialiste de la méthode Coué. Quand il tient un argument de vente efficace, il le martèle sans jamais lâcher le morceau. C'est comme ça qu'il nous a vendu Chirac, super flic, pendant la campagne présidentielle. La principale qualité de Bédier, c'est l'intuition. C'est-à-dire qu'il a senti pendant cette campagne que tout allait jouer sur les problèmes de sécurité, insécurité. On parlait retraite et les gens nous répondaient sécurité. On parlait pouvoir d'achat, les gens nous répondaient sécurité. Et il a bien fait de jouer ce rôle-là. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas sorti, il n'a pas dévié pendant la campagne de cette histoire sécurité, insécurité. Il a senti que c'était le talon d'Achille des socialistes, donc des adversaires. Qui a été le meilleur? Pierre Bédier, un super monsieur sécurité pour la droite et au bout une demi-récompense, pas ministre, juste secrétaire d'État au programme immobilier de la justice. En clair, Pierre Bédier doit construire de nouvelles prisons, 13 200 places supplémentaires d'ici 4 à 5 ans. Pour le champion de l'impunité zéro, c'est un poste sur mesure, mais c'est pas forcément un cadeau. Que ce soit le maton de la République, en quelque sorte, quelque part, ça nous a guère surpris, quoi. Pour un ministre, c'est pas marrant, hein. Il aurait aimé quoi, monsieur Bédier? Moi, je crois qu'il voulait la coopération. S'il arrive à humaniser les prisons durant 5 ans, à ce moment-là, il aura un vrai bilan et sa fonction se trouvera justifiée. Si son bilan est seulement immobilier, ça risque d'être un peu limité. On va en parler de votre bilan. À vos côtés, Alain Juenne, bonsoir. Bonsoir, Marc. La prison, vous connaissez, la prison française, mais également la prison colombienne, puisque vous racontez tout. La Modelo, c'est une prison incroyable. Là-bas, vous allez nous raconter tout à l'heure, mais les gens qui sont incarcérés ont des armes. Enfin, c'est un truc du jamais. Midnight Express, c'est... Midnight Express, c'est une fiction. La Modelo, c'est une réalité. Qui dépasse même la fiction, d'une certaine manière. Ouais, tout à fait, ouais. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais... ce qui est bien dans ce livre, au-delà de ce que vous racontez, c'est que vous assumez vos erreurs, le trafic de cocaïne, les braquages. Enfin voilà, vous avez été en tout cas un délinquant jusqu'à il y a encore pas très longtemps, quoi.
Absolument. Bon, on y vient tout à l'heure, vous allez pouvoir parler. Mais on va d'abord s'intéresser à l'animal politique. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein, évidemment. Ariane aussi. Hein. Ah, c'est gentil, merci. Bien aimable. Sur l'animal politique, d'abord, c'est incroyable. Vous êtes venu là avec 12 personnes dans les loges, même Ariel Dombal, moins que ça. C'est quoi vous voulez... on a insisté pour que vous soyez là, hein, parce que vous hésitiez, etc. Mais c'est important pour vous de franchir le cap de secrétaire d'État? Non. Non, je suis là avec du monde parce que j'ai des gens qui travaillent avec moi beaucoup, énormément, jour et nuit, parce que c'est vraiment une petite équipe. Qui disent c'est bien de faire cette émission parce que ça touche les jeunes et pour lui c'est important pour lui. On est allé dîner avant et puis voilà. Vous avez picolé c'est tout, raisonnablement. Raisonnablement. J'ai l'avantage de ne pas conduire. Comme tous les hommes politiques, vous nous avez demandé les thèmes qu'on allait aborder, ce qui paraît normal, mais vous avez quand même précisé. Moi, attendez, c'est pas pour l'image, hein, je m'en fous de l'image, je ne veux pas devenir Premier ministre ou Président de la République. Ça m'étonnerait qu'à 45 ans, ambitieux comme vous semblez l'être, on va y venir, vous n'avez pas d'ambition, vous n'allez pas rester sur secrétaire d'État, c'est pas... On dirait que secrétaire d'État, c'est rien du tout, c'est une grosse responsabilité. Oui, mais c'est un strapontin dans le gouvernement pour l'instant. Oui, je crois qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Vous avez un travail à accomplir, vous y arrivez pas. C'est comme vous décidez de partir pour traverser l'Atlantique, vous commencez un tournoi de tennis, vous ne posez pas la question de savoir si mais vous rêviez d'un ministère quand même. Pardon ? Vous rêviez d'un ministère. J'avais envie d'essayer d'apporter, je dis bien d'essayer, d'apporter ce que je crois avoir réussi à faire dans les responsabilités qui m'ont été confiées, donc dans ma commune, essayer de voir si j'étais capable d'apporter quelque chose au niveau national. Est-ce que vous avez été déçu sur le... La réponse est oui. Est-ce que vous avez été déçu d'avoir juste un secrétariat d'État? Pas du tout. Vous savez, ça va peut-être vous paraître immodeste, on m'avait proposé en 1995 déjà de rentrer au gouvernement, et j'avais refusé parce que, alors c'est sans doute un peu crétin et naïf que de le dire comme ça, mais je ne me sentais pas prêt. Je n'avais jamais été maire, je n'avais jamais géré une administration, donc je ne savais pas faire. Moi, je vous ai vu chez Carl Zéro l'autre jour sur Canal, dans un reportage qui vous était consacré. Au moment du premier gouvernement Raffarin, vous étiez comme ça. Vous attendiez qu'on vous appelle pour être dans le premier gouvernement. Donc ça, là, vous nous l'avez fait très détendu, très machin. On a vu le reportage sur France 3 de Serge Moiti. Le côté, là, on vous sent posé. Mais non, mais vous êtes vachement plus... Il n'y a qu'à voir, on va y venir, quand vous parlez de Jospin, en disant c'est un méchant, etc. Vous êtes beaucoup plus expansif et beaucoup plus politique que là, vous faites très, très calme. Vous auriez aimé mieux? D'abord, la réponse est non. Je pense que ce que j'ai est bien. Et on va en dire un mot parce qu'on va aller sur le fond. C'est on va parler ça fait partie de ces vrais sujets. Donc, vraiment, je suis bien dans cette responsabilité. C'est vrai que si je n'avais pas été au gouvernement, oui, j'aurais été déçu parce que j'avais envie d'apporter quelque chose. Mais la vie ne s'arrête pas là. Raffarin, vous ne l'avez pas engueulé quand il ne vous a pas nommé une première fois. Avec votre espèce de franc-parler que vous calmez ce soir pour l'instant. Voilà, oui. Mais attendez. J'en doute pas. Il y a un papier de Libé qui vous étiez consacré qui disait Pierre Bédier n'est pas le genre hautain, moulé dans un marocain. Lorsqu'il croise son directeur de cabinet, ses blagues et clins d'œil appuyés, on dirait des commerciaux prêts à en découdre et à descendre au restaurant d'entreprise. Sa secrétaire lui donne du monsieur, lui, c'est du Bachéry. D'ailleurs, quand Anne-Elisabeth Lemoine vous a suivi, vous lui avez donné rendez-vous, la journaliste, le matin. Non, vous avez dit, comme c'était très tôt à 8h45, comme c'est tôt, elle a qu'un coucher avec moi d'ailleurs. Attendez, oh non, je vous en prie. Je dis, c'est sur le ton de la plaisanterie, évidemment. C'est ça un peu votre style, le côté moderne. C'est, vous êtes un ministre d'en bas, quoi, en fait. Hein. Je suis comme je suis, je ne me pose pas la question. Et je pense que dans la vie, c'est tellement plus simple d'être comme on est. Donc ça n'a rien à voir avec la vie politique. Est-ce que vous considérez comme grande gueule un peu? Sans doute, puisque... non, mais vous Oui. J'aime bien dire ce que je pense. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus intelligente qu'on puisse faire, mais bon, j'aime bien. Comment ils le prennent à vos nouveaux collègues du gouvernement? Parce que vous n'êtes pas énarque, contrairement à tous vos collègues. Ils le prennent comment? Ils vous regardent de très haut? C'est que le petit bouseux de Mantes-la-Jolie? Non. D'abord, il y a très peu d'énarques dans le gouvernement. Beaucoup moins que dans le précédent. Vous voyez, je suis réducteur, caricatural. Et ensuite, non, j'ai de très très bons amis énarques, que ce soit le porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé, ou d'autres. C'est pas un critère. Et encore une fois, la liberté de parole, bon, elle fait partie du tempérament. Et on prend, heureusement, il y a des hommes politiques qui sont différents, comme les hommes tout court. Votre directeur de cabinet, je crois, il est énarque, et même inspecteur des finances. Oula. C'est vous dire. Je travaille avec un polytechnicien et je ne comprends pas toujours tout ce qu'il me dit. En tout cas, il paraît que depuis que vous êtes au gouvernement, on n'est plus le droit de mettre de chemisette. C'est vrai.
C'est vrai, ils m'interdisent parce que bref. Vous êtes poilu, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. On me surveille même mes chaussettes, c'est vous dire. Non, c'est vrai? C'est vrai? Sérieux? Oui. Non, parce que j'aime bien les trucs un peu colorés. Et on vous a dit... C'est mon côté commercial sans doute, mais j'ai commencé comme commercial. Et on vous a dit stop? J'étais vendeur d'assurance au début de ma vie professionnelle. Le truc que vous vendez le mieux, c'est quand même Chirac, hein? Je ne sais pas si je le vends, si c'est ça que je vends le mieux, mais si je peux le faire, c'est avec plaisir. Vous le faites en tout cas, on vous a qualifié de bébé Chirac, et même vos proches disent qu'il se ferait tuer pour Chirac. Ah bah, c'est pas exagéré, mais j'ai une affection très forte. Peut-être démesurée pour le chef de l'État. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis rentré en politique parce que j'avais 20 ans et que j'ai été fasciné par sa personnalité, que j'ai découvert. C'est le côté serrage de louche comme vous, le saucisson sec, tout ça là? Non, vous savez, les histoires, quand vous rencontrez une personnalité qui vous frappe, vous avez envie de l'aider, de la suivre. Et puis, dans ma vie, et à certains moments, il a été particulièrement présent. Et vous savez que Marco l'imite très bien. C'est ça, on fera ça une autre fois. Mais c'est vrai, demandez-lui. On l'a fait déjà dans les émissions précédentes. On l'a déjà fait dans des émissions précédentes. Ça s'appelle de la redite. Vous l'aimez tellement, Jacques Chirac, qu'on l'a vu dans le reportage vous l'aimez tellement, Jacques Chirac, qu'on l'a vu sur le reportage, vous êtes même caricatural quand vous parlez de Jospin, le traitant de méchant, etc. C'est ça, il faut prendre un peu quand même les électeurs pour des imbéciles pour que le message passe, oui, d'une certaine manière. Non, mais quand vous voyez l'image, on a l'impression quand même que vous simplifiez à outrance, quoi. Oui. C'est des débiles, hein. On a l'impression que vous parlez à des débiles. Hein. Non, mais... Si. C'est vrai qu'on a tendance à trop simplifier. Le problème de l'homme politique, c'est que s'il n'est pas simplifiant, on ne comprend pas toujours tout ce qu'il dit. Donc, et que s'il l'est trop, il apparaît comme caricatural. Là, est-ce que vous retrouvez caricatural très honnêtement, quand je me revois là, oui, je me trouve caricatural. Et puis mais on est obligé d'être faire ça en pour tout vous dire, en plus, quand ce film a été projeté, c'était pour une avant-première, et il y avait la sœur de Lionel Jospin qui était là, et je n'étais pas particulièrement à l'aise pour la saluer, parce que c'est vrai. Sauf qu'on est obligé d'être comme ça quand on est homme politique en campagne, c'est ça qui est efficace, il faut leur parler un peu. Et même sur le fond, hein, quand vous avez parlé de l'insécurité, vous avez dit, oui bien sûr on a simplifié le discours, mais si on n'en faisait pas du café du commerce, Le Pen arriverait en tête du premier tour. Oui. C'est ça votre... il faut faire du café du commerce quand on est politique. Mais vous ne croyez pas aussi qu'en faisant du café du commerce, ça fait aussi que Le Pen est au premier tour? Ce qu'on appelle le café du commerce, c'est la capacité à essayer d'expliquer les choses compliquées le plus simplement possible. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des dérapages, mais si ceux qui sont dans le champ républicain, dans le champ démocratique, n'essayent pas de simplifier les choses, le discours populiste a effectivement toute sa place. Si on est en permanence avec un langage technocratique où on ne comprend pas le sujet, le verbe, le complément, il ne faut pas s'étonner que la démocratie soit malade. Il faut faire simple. Hein. Là, sur les prisons, vous faites simple. Votre boulot, c'est quoi? Pour être clair, de façon simple, là, j'ai bien compris, vous allez créer 13 000 places de prison en plus. C'est ça votre boulot, quoi. Alors, ce qu'a dit Patrick Bloch, qui est député socialiste, est vrai. Donc, il ne faut pas s'arrêter simplement à construire des places, mais c'est le préalable. Aujourd'hui, nous sommes en situation de surpopulation. Alors, vous en parlerez infiniment mieux que dans je un ne instant. peux en parler. Mais dans cette situation de surpopulation, ça crée par définition un malaise. Quand vous avez dans une cellule qui est prévue pour 2, une 3e personne qui vient, c'est toujours au détriment du confort. Ça, vous avez vécu ça, Alain? Voire une 4e. Oui, voire une 4e. La prison ne doit pas être un lieu d'inhumanité. Mais c'est pour désengorger les prisons ou c'est pour pouvoir incarcérer de nouvelles personnes en plus? D'abord, aujourd'hui, il y a plus de prisonniers qu'il n'y a de places. Donc il faut d'abord régler ce problème. Et ensuite, effectivement, il nous faut essayer d'avoir une réflexion pour changer le mode de fonctionnement de la prison. C'est pourquoi, outre la construction, j'essaye de voyager, de voir ce que font les autres pays, essayer d'apprendre ce qu'ils font de mieux que nous, en particulier la capacité à individualiser ce que j'ose pas appeler le parcours pénitentiaire, mais la prise en charge de chaque prisonnier. Très bien, mais quand vous voyez par exemple que là, depuis le début de l'année, je crois qu'il y a eu 12% en plus de prisonniers, 6 500 prisonniers en plus. Avec votre ambition de 13 000, c'est déjà, on va dire, formidable, mais vous n'avez pas l'impression qu'il faudrait 15 fois plus, que finalement, c'est petits bras, comme dirait Ariel, hein, Dombal à Franck Camas. Il y a toujours une part d'aléa, on ne peut pas savoir à l'avance ce dont on a besoin. Oui, mais avec les lois Sarkozy du moment, on va dire, manifestement, il y en a pas mal des gens qui vont aller en prison, les prostituées, les gosses qui traînent dans les rues. Bientôt les chômeurs.
les chômeurs? Oui, éventuellement. N'exagérons rien, je vous rassure. Et donc, caricatural pour être compris. Et donc, on va essayer ce soir de ne pas l'être, si vous voulez. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et il faut construire des places supplémentaires, vous disais-je, mais on ne prévoit pas que des constructions de places. Par exemple, dans la loi dite loi de programmation de la justice, on prévoit 3000 bracelets électroniques. Qu'est-ce que c'est que le bracelet électronique? C'est pour faire sortir des gens, donc. Soit faire sortir, soit ne pas faire rentrer. C'est-à-dire considérer que certains délits qui méritent effectivement de surveiller la personne peuvent l'être. Mais vous croyez donc aux peines de l'emprisonner. substitution, tout ça? Oui, vous allez développer tout ça, quoi? Il faut développer les peines de substitution. Il faut essayer de concevoir de nouveaux établissements qui fassent qu'on ne traite plus tous les prisonniers de la même façon. Aujourd'hui, pour que les auditeurs comprennent, je vais essayer de ne pas être caricatural, parce que dans une maison d'arrêt, on peut mettre aussi bien un terroriste qu'un voleur de poules, parce que l'un ou l'autre sont arrêtés. Des mineurs aussi? Et sont en prévenu. Des mineurs aussi? Et ça peut arriver pour les mineurs aussi. Aujourd'hui, il y a 700 mineurs dans les prisons françaises. Ils ne sont pas là depuis juin. Le plus jeune? Depuis juin. J'ai bien compris. Le plus jeune à 13 ans. En prison française aujourd'hui? Dans des cellules où il y a 2 ou 3? Non, tout seul. Les quartiers mineurs, c'est toujours tout seul. Ils sont jamais ailleurs. Ils ont un traitement très particulier. J'essaye de finir ce que je vous disais. Donc aujourd'hui, qu'on soit terroriste ayant commis des actes abominables, comme faire exploser une bombe dans un métro, ou qu'on soit voleur de poules, on va dans la même maison d'arrêt. Et donc le niveau de sécurité est naturellement calqué sur le plus dangereux. Et c'est un peu comme ça que fonctionne notre système pénitentiaire. Donc ça, vous voulez le régler? Et ce que je voudrais, c'est essayer de réformer ça pour faire que, effectivement, des gens dangereux, parce qu'il y a des gens dangereux dans les prisons, hélas, puissent être dans un univers qui soit bien fermé, bien protégé, de façon à ce que pour les autres qui sont moins dangereux, ça soit moins contraignant. Il y a quelques jours, quelques semaines, vous êtes allé à Lyon visiter les prisons. Il y avait 2 projets à Lyon de prison, de construction, qui étaient en place depuis 1999, ces projets. Vous avez fait tout stopper. C'est vrai que je n'ai pas très bien compris votre attitude. Je vais vous expliquer, si vous me le permettez. Mais rapidement, parce que c'était... On m'a proposé 2 terrains, puisqu'il y avait 2 établissements à construire. Sur l'un, il y a un pylône de 220 000 volts, et je confirme que la condamnation à la chaise électrique n'existe pas en France. Donc on ne peut pas construire une prison sur un pylône de 220 000 volts. Et l'autre terrain était un terrain qui avait une forme de banane, et nous, il faut que ça ait une forme de carré. Oui, mais est-ce que c'était pas juste parce que c'était pas un projet de la gauche? Et ensuite, il était inondable. Et que c'est un peu difficile de dire parce que ce sont des prisonniers. Sauf que ces projets étaient en place depuis 1999, donc là vous reprenez tout à zéro. Donc c'était déjà des prisons qui étaient construites en 1830 et 1860. Il y avait 633 détenus pour 344 places. Et je prends l'engagement ce soir que dans 5 ans... Vous avez visité, vous avez dit qu'elles étaient convenables? Pas du tout. J'ai dit qu'elles n'étaient pas convenables et le journal Le Monde, qui a d'ailleurs produit un correctif, le correctif apparaît 48 heures après. Il y a des journaux, il vaut mieux d'ailleurs les lire 48 heures après parce que c'est là qu'on a la bonne information. Et donc, l'information était le contraire de ce que j'avais dit. Voilà. Donc je vous confirme ce soir que ce sont des prisons pas convenables. J'ai essayé de modérer mon propos parce que mes propos sont parfois un peu plus tonitruants et que maintenant dans les fonctions ministérielles il faut éviter les gros mots et donc ces prisons qui sont effectivement une infamie seront dans 5 ans modifiées. Oui, dans 5 ans, ce que je regrette, c'est qu'on perde quelques mois parce qu'il y a des élus. Non, parce qu'il faut quand même 5 ans pour construire. Même si les terrains avaient été disponibles là tout de suite, il faut 5 ans. Il y a des procédures, etc. Pierre Bédier, un mot pour terminer là-dessus. On va passer à Alain Jouenne sur les mineurs, les lois Perben, qui permettent d'incarcérer des jeunes dès l'âge de 10 ans, c'est ça? Ça va se passer... je vous laisse finir. Dites-moi, c'est à partir de 10 ans l'abaissement de la majorité pénale, c'est ça? Alors, aujourd'hui, vous avez dans les établissements pénitentiaires, pour adultes, des mineurs qui sont entre 13 et 18 ans. Le projet que nous avons, hélas, dans 5 ans, si on pouvait aller plus vite, on en serait ravis, c'est qu'il n'y ait plus de mineurs dans les établissements pour adultes. Donc nous voulons créer des établissements spéciaux pour les mineurs pour éviter cette contamination. Tout le monde vous le dira et je pense que... Mais pour l'instant, ils sont dans des prisons insalubres. En tout cas, pour l'instant, ils sont dans des prisons insalubres. Mais alors, on va faire des travaux. Vous avez un problème moral là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Et 10 ans, ça vous pose... Mais moi, quand je suis rentré dans une cellule d'un enfant de 13 ans, j'ai un fils de 13 ans. Donc j'ai bien vu ce que ça représentait. Et donc c'est complètement anormal. Mais quand Robert Badinter dit que ça ne sert à rien de les enfermer, ces mineurs
mineurs de 13 ans parce que c'est la récidive absolue. Et d'ailleurs, c'est en prison qu'Alain Jouenne, derrière, s'est fait proposer... On passe tout de suite à la classe supérieure. Parce qu'il y a le contact avec les adultes, et c'est pourquoi on veut les sortir, les mettre dans des établissements spécifiques où on veut remplacer le concept de la prison aujourd'hui. Et ces enfants de 10 ans, oui, non mais Pierre Bédier... Le principe de la prison aujourd'hui, c'est au centre, il y a la cellule. Nous, ce qu'on veut faire pour les établissements pénitentiaires pour mineurs, au centre, il y a la salle de classe. Très bien, mais les enfants de 10 ans? Non, on ne va pas mettre des enfants de 10 ans en prison. C'est ce que je vous demande. Non, non. Alors, à quoi ça sert de la formelle, la majorité pénale? Non, on peut être mis en prison à partir de 13 ans, c'était le cas avant, ça restera le cas. Ce que nous voulons, c'est créer des centres éducatifs fermés, qui ne sont pas des centres pénitentiaires, ça ne sont pas des surveillants de prison qui surveillent, ce sont des éducateurs, simplement ça, c'est dans votre projet de loi. Tout à fait, on ne sort pas comme d'un moulin à vent de ces établissements, il faut rééduquer ces enfants. L'essentiel, le cœur du sujet, c'est le projet éducatif. Alors vous allez